Love Addict, il joue un accro à la drague, il sera avec nous tout à l'heure. On écoutera de la musique avec Heure en live sur la scène de Quotidien. Et l'actualité de la semaine en silence, c'est avec Jenna Castelbon et Marc Boger nous présentera ses looks de la semaine. Nous sommes vendredi 6 avril 2018, bienvenue sur le plateau de Quotidien, voici l'équipe du jour. Alors Lydia Hassen va nous rejoindre dans 2 minutes, elle est un peu à la bourre, elle arrive. Valentine Auberti, salut Val. Baptiste Desmontiers, salut. Marc Boger et sa pochette en tissu, parce que ça fait jeune. En tissu. Tu nous expliqueras un jour comment... c'est un mouchoir. C'est un mouchoir. À la base, c'est un mouchoir, la pochette. Mais alors, si tu l'enlèves, il se passe quoi? Pas grand chose, mais je peux me coucher dedans si je veux. Okay. Je ne le ferai pas. Et là, il y a un truc pour bien le mettre, tout ça? Ah oui, il y a un truc, il y a des techniques. Ah, j'ai fait un tuto là-dessus. Un jour, tu le feras. J'ai fait un tuto là-dessus. Tu regardais pas l'émission? Je ne me rappelle pas de ce tuto-là. Bien. Oh merde. Alors, allons voir le ciel de Paris, mais pas des ciels de Paris en direct, mais le ciel de la capitale de cet après-midi, car pour la première fois depuis 6 ans et demi, il a fait un ciel bleu. Et on voulait partager ça avec vous. Bienvenue à Paris. Et juste avant de commencer, on a appris ce matin la mort de Jacques Higelin. Il avait 77 ans et on voulait commencer l'émission en musique avec lui. Et soir, où mon âme s'évade, sur les flots de mes cauchemars, je chante champagne pour personne et caviar pour moi. Maléfique, elle se dresse et de bon dans un concert de jurons, disant d'un ton pathétique que des damnés obscènes, cyniques et corrompus fassent grief de leur peine à ceux qui sont élus, car devant tant de problèmes et de malentendus, les dieux et les diables en sont venus à tout et de même. Champagne, c'était Jacques Higelin. On adorait déjà le jeu des 1000 bornes. On écoutait déjà Ozzy Osbourne. On avait peur devant les films de Jason Bourne, mais c'était sans compter ce matin sur... L'invité de France Info ce matin est la ministre des Transports, Elisabeth Borne, Jean-Michel Apathy. Bonjour, Elisabeth Borne. Bourne, Elizabeth Bourne, dite Lizzie Bourne, qui est un peu notre star du moment, car ça fait 1 mois qu'on n'en peut plus. On est en train de démarrer une concertation. 10 premiers jours de concertation, on est dans la concertation, c'est dans la concertation. Et la concertation, 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 concertation. On n'en peut plus, donc nous, ça fait 1 mois qu'on fait ça, et ce matin, elle était sur France Info, et comme à chaque fois, on a pris une feuille, on a pris un stylo, on a fait une colonne pour compter le nombre de fois qu'elle prononce le mot concertation en une demi-heure. C'est parti, on compte. Le texte de loi est en discussion la semaine prochaine à l'Assemblée. Ils vont proposer des amendements, et bien sûr, moi, je vais les examiner. D'accord. Donc, la concertation, elle est utile. Quoi? C'est tout? Et c'est tout. Le ministère des Transports a enfin acheté un dictionnaire des synonymes. Ah bravo, le ministère. Toi aussi, joue à trouver les synonymes de Lizzie Bourne. Les nouveaux entrants, à partir de quelle date d'ailleurs, eux n'auront pas le statut de cheminot? Eh ben, à partir de quelle date? C'est une très bonne question. Ça fait partie de la... De la quoi? Attention, il est interdit d'utiliser le mot concertation. Réponse. Ça fait partie de la négociation. Négociation. On a eu 6 à 7 heures de... 6 à 7 heures de quoi? De concertation? Réponse. On a eu 6 à 7 heures de réunion. Oui. Vendredi dernier, moi, j'ai déposé des amendements à mi-chemin des... À mi-chemin des quoi? Des concertations, peut-être? Réponse. À mi-chemin des discussions. Attention, il y a un piège. Cette réforme, elle est nécessaire. Et le gouvernement est déterminé à la mener dans la... Ne tombe pas dans le piège. Réponse. à la mener dans la discussion, dans la négociation. Il y en avait 2. Sauf qu'au bout d'un moment, le problème, c'est pas le vocabulaire. Quand on n'a rien de plus à dire, il n'y a pas non plus 36 synonymes. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va arrêter de diffuser ça. Concertation, 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 concertation. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va le remplacer par ça. Discussion, discussion. À suivre avec Lizzie Bourne, la ministre des Transports. Le sportif français le plus titré au JO est dans Quotidien. Voici Martin Fourcade. Bonsoir Martin.
Martin, félicitations. Ah bah oui, vous me la donnez cette fois-ci, hein. Merci, ça fait plaisir de vous voir en vrai. La dernière fois qu'on s'était parlé, vous étiez en duplex de Pyeongchang. Donc félicitations, vous allez bien? Très bien. Bon, vous êtes venu avec vos 3 médailles d'or, vous êtes devenu une star. Vous aimez ça? C'est agréable souvent de se faire féliciter pour des bonnes raisons en plus, pour des beaux résultats pour lesquels on a bien travaillé. Donc non, c'est plutôt agréable. Ensuite, il y a des moments où on a envie d'être monsieur tout le monde. Et dans ce cas-là, on reste chez soi et on passe du temps avec ses filles. Donc vous aimez ça quand même? Non, c'est agréable. C'est un petit côté sympa. Moi, j'ai fait un métier facile. Si ça me plaît pas, j'arrête de gagner, hein. Attends. Voici l'équipe magazine de demain et vous dites tous les jours je me demande si j'ai pris la grosse tête. Et alors, réponse, histoire de ne pas acheter le magazine demain. La réponse? Pas encore, mais acheter l'équipe magazine, c'est un... Et vous dites quoi dedans? C'est juste sur ça. Sur ça, j'ai dit que je pense que c'est pas aussi caricatural qu'on peut le penser, que ça vient pas du jour au lendemain où on est quelqu'un de sympa et où on devient un gros con. Entre les deux, il y a quand même pas mal d'étapes où continuer à dire merci avec les gens avec lesquels on travaille, continuer à être quelqu'un de simple et d'abordable quand on me croise dans la rue. Voilà, c'est des choses qui peuvent paraître simples et qui, quand on est beaucoup sollicité, le deviennent parfois moins. Et vous en avez vu des gens qui... Comme je disais, de caricatural non, au fur et à mesure d'être moins abordable, oui, mais... Vous en avez vu? Oui, des gens qui... Non. Ah Non, vraiment, d'un point de vue caricatural, non. Bon, je vous demanderai pas de nom, hein. Non, mais vraiment, je le dirai. Après, si vous en avez, vous pouvez, hein, mais... non, bon. Je le dirai. Mais sinon, vous pouvez aussi acheter l'équipe. Voilà, c'est ça. Est-ce que maintenant tout le monde sait ce qu'est le biathlon? Quand vous croisez les gens dans la rue, est-ce qu'ils le savent maintenant? Ouais, c'est une grande fierté qu'on me demande plus si le biathlon c'est du vélo, natation, course à pied ping-pong ou Oui. tir à l'arc, équitation. Depuis quand ça a changé? Depuis quand on vous demande plus ce que c'est que le biathlon? 2014-2015. Parce qu'avant, c'était un peu confus. Avant c'était confus et beaucoup de personnes ne savaient pas. Aujourd'hui j'ai la chance que ou les gens osent plus me demander, ou alors ils le savent. Ah, il y a un peu de politesse, vous pensez? Non, parce que c'est un peu spécial quand même. Parce que vous faites à la fois du ski de fond, après vous prenez une carabine, après vous tapez dans une casserole, après vous allez chez quelqu'un, après vous faites gli comme ça et tout, c'est quand même spécial. Non, c'est un sport qui est pas on va dire qu'il n'y a pas une histoire en France qui est très ancienne. Ensuite qui est pas plus bête à pratiquer que notre sport. Non, c'est pas... Mais pourquoi c'est aussi spécial? Pourquoi il y a à la fois du ski de fond et de la carabine? C'est Est-ce qu'il y a une histoire? Ouais, il y a une histoire. C'est en Scandinavie, les personnes pour se nourrir qui se déplaçaient à ski et qui allaient chasser. J'ai une question toute simple. C'est pas bizarre de passer sa vie avec un fusil? Il est rangé où chez vous? Dans un coffre à la maison pour que mes petites filles puissent pas y avoir accès. Et non, c'est pas bizarre. C'est pratique des fois. D'avoir un fusil? Vous leur avez expliqué à vos filles? Pas encore. La petite a 1 an, donc elle est en avance, mais pas autant. Ok, d'accord. Grâce à vous, est-ce qu'il y a quand même plus de gens qui vont pratiquer le biathlon? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Alors j'ai pas de chiffres, mais je suis sûr qu'il y a plus de gens qui pratiquent, plus de gens qui s'initient. Il y a pas mal de bonnes initiatives là-dessus, que ce soit en entreprise ou dans des écoles de ski français avec la fédération. Voilà, il y a pas mal de manières différentes d'essayer le biathlon. Tristan Picot et Jean-Nicolas Buenavista vous ont suivi au championnat de France de biathlon à Prémanon, c'est dans le Jura. Est-ce que vous êtes là? J'ai peur. Non, on vous a retrouvé en train de préparer vos skis, puis régler la carabine. Comment vous la réglez votre carabine? C'est une clé, c'est une clé Allen plastique. Comme pour les meubles d'Ikea, pareil. Était présent le monsieur avec les jumelles qu'on adore à chaque compétition de biathlon. Franck. Jacquino, derrière les lunettes. Jette ton œil Carmen Ouest dessus. On a voulu vérifier auprès de l'intéressé. Qu'est-ce que vous faisiez avant la course avec cet appareil? Donc, avec cet appareil qui est une jumelle, donc ça me permet de me rincer l'œil en m'attendant des meufs en Voilà, maillot. on s'en en était sûr. Voici maintenant la fin de la course. Vous êtes ici, à droite, et vous avez tellement de titres que maintenant vous faites même plus gaffe. Vous finissez en chasse-neige, et vous laissez presque les autres gagner. Toutes ces belles années, l'accolade, bien sûr, avec Martin, avec Simon Détieux, avec Aristide Beigle. Et dans le Jura, on a discuté avec vos coéquipiers Simon Destieux et Antonin Guigogna. Il est super superstitieux, par exemple. Je pense que c'est un défaut. On a tout. Il a dit lui-même, il a plus de mal à changer de paire de chaussettes que de paire de ski. Les paires de ski, on en a 40, donc selon les conditions, on n'a jamais les mêmes. Mais lui, sa paire de chaussettes, apparemment, il a quand même ses petites préférences. Tout, hein, caleçons, chaussettes trouées, qui court avec la même depuis un moment, là. Donc vous êtes superstitieux jusqu'aux chaussettes et au slip. Non, un petit peu. Mais je les lave entre-temps. Oui, bah, C'est pas- j'espère bien, non, bien sûr. Mais c'est quoi, si vous courez tout le temps avec les mêmes chaussettes? Non, pas tout le temps, mais il y a une paire que j'aime bien quand même. Elle est comment? Mais pourquoi? Non, c'est technique. Elle me va bien dans la chaussure de ski. On a des chaussures qui sont assez, on va dire,
proche du pied. Et ce modèle-là me permet de me sentir bien dans ma chaussure. Et vous avez décidé de continuer. Est-ce que vous avez hésité longtemps? J'ai hésité parce qu'on voyait sur l'image tout à l'heure où je freine avant de passer la ligne. C'est mon coéquipier Jean-Guillaume avec qui j'ai passé toute ma carrière qui prend sa retraite. Et donc c'est dans ce genre de moment on se dit est-ce que moi je fais bien de continuer? Est-ce que c'est pas mon honneur à moi aussi d'arrêter, de laisser la place aux plus jeunes? Et je pense qu'il y a encore des belles choses à vivre. Et à cause de quoi vous avez dit finalement ok? J'aime ce que je fais, je le vis toujours aussi bien, je vis les déplacements avec plus de difficultés depuis que j'ai 2 petites filles, mais voilà, j'aime mon sport, j'aime me dépasser, j'aime arriver à maîtriser ce geste et c'est des choses qui me donnent envie de continuer. Et le corps? Le corps, Se fatigue-vous au biathlon, quand on fait du biathlon? c'est des blessures d'usure, donc les genoux, C'est les genoux? les poignets, les pieds, les épaules. Voilà, Et là vous êtes en bon état? Là, je finis la saison en bon état. J'ai eu mal aux pieds pendant l'hiver, j'ai eu mal à la main pendant tout l'été dernier. Et là, pour l'instant, je touche du bois. Il y en a pas. Oui, non, c'est du plastoc. Hein. Et l'été, vous faites quoi? On a la chance de varier pas mal notre entraînement. Il y a de la course à pied, il y a du vélo, il y a du ski à roulette aussi, et du tir, principalement. Est-ce qu'il vous arrive de vous mettre à l'envers? Un peu comme Jean-Vincent Placé, en fait, de vous... Un petit peu. Est-ce qu'on peut? Oui. On le fait pas beaucoup. À Pyeongchang, ça a picolé un peu ou pas? Il y a eu, au jeu, ça picole un peu, sauf que nous, on a une course du premier au dernier jour, presque des Jeux Olympiques. Mais par contre, on se rattrape bien sur le dernier jour, en général. Sur le dernier jour, d'accord. Et pendant les Jeux Olympiques, le max, ça a été quoi? Le max, Le max, c'est plusieurs verres? c'est aux gazeuses. Pendant tous les Jeux Olympiques Non, au pendant gazeux? tous les Jeux Olympiques, j'ai pas bu on a fait une belle soirée à la fin des Jeux, mais pendant tous les Jeux, j'ai pas eu une coupe de champagne pour fêter les médailles. C'était bien? Vous n'êtes pas un peu fait chier? Non, ça va, Non. c'était cool. On dit que vous êtes un contrôle fric, c'est vrai? Vous contrôlez tout? J'aime pas le mot, mais j'aime bien maîtriser ce que je fais. La com, jusqu'où vous maîtrisez? Dans la com, Ouais, tout. La com, les sponsors, tout. Vous n'avez pas d'agent? non, Pourquoi? parce que je suis pas à l'aise À votre niveau, normalement, il y a un agent, on passe par quelqu'un pour vous appeler. En fait, vous, non. je suis pas à l'aise avec ce métier-là et j'aime bien avoir un contact direct avec les gens. J'estime que voilà, si à partir du moment où moi je peux encaisser cette charge-là de travail, il n'y a pas de raison de passer par quelqu'un qui va me poser une question à moi pour vous répondre. Le système est un peu étrange quand même. À la question ministre des Sports, un jour, vous avez répondu ce matin sur France Inter. Pour l'instant, non. Ce qui veut dire oui. Non. Ça veut dire pour l'instant non. C'est- Ça veut dire plus tard oui. Ce qui veut dire que j'aime pas la politique partisane. Que je ferai jamais de politique sous une étiquette. Mais sans étiquette, éventuellement. Mais sans étiquette, il y a plein de métiers qui peuvent être intéressants. Laura Flessel, elle n'a pas spécialement d'étiquette. Je dis pas non à ça. J'ai pas dit oui. Pour l'instant, non. Donc oui, sans étiquette. Non. Donc Martin Fourcade, ministre des Sports. Alors vous n'êtes pas encore ministre des Sports, mais vous étiez ce matin l'invité de la terreur des politiques, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Martin Fourcade. Bonjour. Sauf qu'avec vous, Bourdin n'était plus le même. Que vous arrivez sur un pas de tir et que là, vous retenez votre respiration et que le vent souffle et que les balles partent à côté. Mais que s'est-il passé ce matin chez Jean-Jacques Bourdin? L'athlète français le plus titré dans l'histoire des Jeux Olympiques, le Catalan du Vercors. Vous avez du caractère. D'abord, il faut avoir du caractère pour être un immense champion. Vous êtes idéaliste, vous êtes un peu introverti, vous êtes introverti un peu, non pas. Vous êtes têtu, vous êtes têtu, c'est vrai? Je suis têtu. Vous souriez là. Depuis le début de l'émission, vous souriez librement et sans aucun problème. Vous êtes chasseur? Pas du tout. Pas du tout. Non. Vous seriez bon chasseur. Hein. Vous êtes très fort au tir. Vous pourriez être très, très fort au tir à la pétanque. C'est un vrai plaisir. Bonne saison prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin chez Jean-Jacques Bourdin? C'est vrai que ça change des invités politiques. Mais c'était un moment agréable. Vous êtes le président de la commission des athlètes au sein du comité d'organisation des JO de Paris 2024, ça veut dire quoi? Ça veut dire de permettre de porter la voix des athlètes au sein du comité d'organisation des Jeux de Paris, de faire en sorte que les Jeux de Paris soient une expérience unique pour les athlètes, de faire en sorte aussi que cela serve pour les futures générations et que cela serve à engager les athlètes et la plus jeune génération à profiter de la fête olympique. Vous allez à l'Elysée la semaine prochaine. Il va se passer quoi? On va être reçu par M. Macron. Tous les athlètes? Tous les athlètes de la délégation. vous? Non, tous Ça les aurait été athlètes. mieux que vous, non? Non? Non, c'est bien de partager ça avec tout le monde. Il vous a appelé finalement ou pas? Il m'a envoyé un WhatsApp.
Ouais, je vous jure. Un WhatsApp? Un WhatsApp. Je m'attendais à recevoir un mail ou un coup de fil, un SMS, et ça passe par WhatsApp. J'ai trouvé ça génial. Et c'était quoi? Salut Martin, bonjour Martin. Non, je l'ai pas. Mais c'était un message de félicitations pour mes jeux, et donc je l'ai remercié. Et il m'a renvoyé un message super sympa. Donc, non, vraiment, très, très touché. Et vous n'avez pas votre portable, mais tout à l'heure vous revenez avec Kev Adams, si ça vous branche, et revenez avec votre téléphone, on verra le texto de WhatsApp d'Emmanuel Macron. Je le prendrai si vous masquez le numéro. Ah évidemment, on mettra le pouce dessus, oui évidemment. Vous avez le numéro du président donc. Il y a tout le monde là. Ah oui. Il va se sentir maillé du coup. Martin Fourcade, je garde ça. Voilà. À tout à l'heure Martin. Fin de journée pour Quotidien. Avec Hyundai Kona, le SUV urbain garanti 5 ans, kilométrage illimité. Hyundai. Quotidien avec galerielafayette.com. Tous les styles en un seul clic. Il joue un accro à la drague, il sera avec nous tout à l'heure. On écoutera de la musique avec Her en live sur la scène de Quotidien. L'actualité de la semaine en silence, c'est avec Jenna Castetbon et Marc Boger nous présentera ses looks de la semaine. Il a fait beau aujourd'hui à Paris. Cette image a été tournée dans l'après-midi. Un ciel bleu magnifique qu'on n'avait pas eu depuis... Et comme tout à l'heure, on voulait rendre hommage à Jacques Higelin qui nous a quittés ce matin avec une chanson que les CSA risquent d'adorer. Eh Susan, si te reste un peu de pognon, ramène-moi donc un paquet de blonds. Wow, wow. Je suis amoureux d'une cigarette. Elle a la rondeur d'un sein qu'on mord au tête. Comme tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio. Le Morning Glory est aujourd'hui sponsorisé par l'alcool. L'alcool à France Télévisions. C'est l'abattoir de Chantonnay en Vendée. Alors sur cette image, vous ne vous apercevez de rien et pourtant, pas à cause du bandeau, mais pourtant voici la même image sans le bandeau. Alors que fait cette personne sous la table? Nous n'avons pas la réponse, on ne voit que l'alcool. Pensez donc pour les équipes de France Info qui sont bourrées 24/24. Excusez-nous, on travaille, monsieur. En fait, on va expliquer, monsieur. Charles, vous êtes à l'antenne depuis 15 secondes. Voilà, c'est l'avantage de travailler en open space. Prends la Monsieur, chaise. désolé, mais il ne savait pas que nous étions à... Et l'alcool est dangereux pour la santé, donc messieurs dames. Il est 7h30. Il est 7h30, notre invité ce matin. Mais en même temps, Essaye. ça suffit. On pense que Gérald Darmanin veut un bon point. Le Premier ministre est aujourd'hui le chef d'état-major du président, en tout cas le chef d'état-major politique. Il est présent, Kiwi et crème, c'est bien crémeux. il est combatif, il est sérieux et il rassure les Français. Ça nourrit le cuir en profondeur et avec son applicateur ovale, on passe partout. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose à modifier aujourd'hui dans l'aspect gouvernemental des choses. Voilà, c'est pas bien compliqué et elle brille. Et le Premier ministre, on découvre tous les jours, est un homme qui complète avec sérieux et efficacité l'action du président. Voilà un cirage. Donc ça, c'était pour la chaussure droite. Les chaussures du Premier ministre vont avoir une brillance impeccable. Voici la gauche. Le Premier ministre est courageux. Il ne se montre pas sous la lumière tout le temps. Il est efficace. Comme je le connais depuis longtemps, il est sérieux. Il est bienveillant. Et il sait ce que c'est que d'avoir à ses côtés des gens populaires qui souhaitent simplement travailler parce qu'il a été élu d'une grande ville populaire qu'est Le Havre. Et je sais qu'il a au cœur l'envie de transformer le pays. Le mot réforme ferait-il peur? En tout cas, si vous pouvez le remplacer par un autre, c'est mieux. Voici le mot-clé de la semaine. Nous allons
transformer l'organisation de l'entreprise. Emmanuel Macron, il a été élu pour transformer le pays. Le mandat, c'est de transformer le pays. Transformer le pays. C'est nécessaire de transformer la SNCF. De transformer la SNCF. Nous voulons transformer. Vrai plan de transformation. Cette transformation. Ces transformations. C'est le moment de la transformation. Ce projet de transformation. Cette transformation. Transformation. Dis-nous Cette réforme, cette transformation. Cette transformation. Transformation. Ces transformations. Transformation. Transformation. Un plan de transformation. Transformation. On reparle de Notre-Dame-des-Landes. L'évacuation serait, je dis bien serait, prévue pour le 9 avril. La secrétaire d'État en charge du dossier va-t-elle éclairer LCP? Jacqueline Gouraud va nous rejoindre. Confirme-t-elle la date du 9 avril pour l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes? Réponse à la question. Pour cela, il y aura une évacuation qui se fera. Quand? Prochainement. Prochainement, lundi 9 avril, c'est une date prochainement. Qui pourrait convenir? Je vous dis prochainement. Merci Jacqueline Gouraud d'avoir été avec nous ce matin. Donc réponse à la question? Confirme-t-elle la date du 9 avril pour l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes? Eh ben non, elle n'a pas confirmé. Attention, c'est totalement gratuit. Bienvenue, Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Alors pour tout vous avouer, ça fait un moment qu'on hésite, puis aujourd'hui, j'y vais. Christian Jacob, le chef des Républicains à l'Assemblée, fait partie de ces gens, de ces députés qui, dès qu'on les voit, je sais pas vous, mais nous oui, dès qu'on les voit, on a l'impression qu'ils sortent de table. Donc s'il veut aller au référendum, c'est qu'il a peur de sa majorité, il n'a pas confiance. C'est de sa responsabilité. Non, vous trouvez pas? On dirait qu'il sort constamment de table. Si vous le croisez 10 fois dans la journée, vous direz 10 fois, ah bah tiens, il sort de table. Et mieux que ça, on sait où il a mangé. Là, sur le statut des cheminots, le gouvernement nous dit on réforme le statut des cheminots, on ne touche pas à la garantie d'emploi, on ne touche pas au salaire, on ne touche pas aux retraites. Ah bah là, il sort d'une brasserie, hein, c'est évident. Et en plus, c'est rare. Mais dans son cas, non seulement il sort constamment de table, mais en plus, on sait ce qu'il a mangé. Nicolas Sarkozy reste à la fois une référence, il a été celui qui nous a amené de belles victoires. Des rognons. Il a mangé des rognons dans une brasserie. Je vous avais dit que c'était totalement gratuit. C'est vendredi. Et le vendredi, c'est Johnny. Dans les épisodes président du bandeau de BFM, Johnny, coulisses du dernier album. Johnny, les secrets du dernier album. Johnny, l'album était prêt. Johnny, les 10 titres de l'album. Johnny, une semaine décisive. Johnny, la bataille se poursuit. Johnny, le père de Laetitia s'exprime. Ils sont imaginatifs à BFM. Ont-ils été en forme cette semaine? Réponse avec les aventures du bandeau à Johnny. Johnny, l'album de la discorde. Johnny, la passion malgré tout. Johnny, une bataille d'avocats. Johnny, duel à la barre. Johnny, la haine en héritage. On devrait peut-être leur dire que les bandeaux de BFM ressemblent plus à des titres de films de Jean-Claude Van Damme qu'à des vraies infos. La suite. Johnny, une ambiance tendue, à ne pas confondre avec Johnny, une audience tendue, à ne pas confondre avec Johnny, une audience électrique. Après, il y a le débrief. Johnny, les enjeux de l'audience. Johnny, le début de l'audience en référé, un peu long celui-là, les lettres sont toutes finies, il n'avait plus de place. Johnny, suspension d'audience. Johnny, les coups sont lâchés. Johnny, marathon judiciaire, et là je vous le donne en mille. Johnny, marathon judiciaire, acte 2, avec Jean-Claude Van Damme. Valentine. Blocage, tension, manif, âgé depuis plusieurs semaines, c'est le bordel dans les facs. Hier, tu étais à l'université, c'était plutôt calme. Pourtant, il y avait un président. Ouais, on y était avec un président, mais pas l'actuel en fait, celui d'avant, L'autre. l'ancien, donc ça explique tout. C'est pour ça que ça le faisait. J'étais avec François Hollande. Il était invité par des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise, en région parisienne, pour une conférence débat. Et l'accueil avait de quoi le mettre de bonne humeur. Ah, le petit sourire, ça fait plaisir, ça fait du bien de revenir à l'université. Quel genre d'étudiant vous étiez? Alors, j'étais studieux, je pense, mais engagé déjà. Oui, vous militiez à l'UNEF, c'est ça? Et si vous J'étais étiez... président de l'UNEF de Sciences Po pendant une période assez longue. Puis après, j'ai toujours été délégué des élèves, même à Vous l'ENA. aimiez bien l'ambiance âgée? Oui, il y avait toujours des discussions dans les assemblées générales. C'était pas forcément facile de faire prévaloir son point de vue, mais j'aimais bien, oui, bien sûr. Si vous étiez étudiant aujourd'hui, vous militeriez pourquoi? Pour l'égalité, pour la réussite. La réussite dans l'égalité, que chacun puisse avoir à peu près les mêmes conditions pour accomplir son destin. C'est quand même ça le but d'abord d'un socialiste, dans ses valeurs. Alors, François Hollande a passé 2 heures avec des étudiants très facétieux dans leurs questions. Exemple. Macron ou Macaron? Depuis très longtemps. Mais très très longtemps. Je n'ai jamais pu résister à Macron. Sacré François Hollande. Je précise qu'il a reçu pizza ou quinoa. Il a répondu pizza en 5e du régime alimentaire de l'ancien président. Bref, Hollande n'est pas juste venu parler cuisine. Il est venu pour son actu, son livre qui sort la semaine prochaine. Et à ce propos, il a tenu à faire une précision.
Ce n'est pas non plus un livre où j'aurais à régler quelques comptes. Un livre n'aurait pas suffi. Alors on a hâte de le lire pour vérifier, on a aussi pu vérifier qu'il n'avait pas perdu son sens de l'humour. Alors, on m'a promis de me mettre sur le grill, si j'ai bien compris, de me titiller, de me faire chauffer. Enfin, pour commencer, j'avais pas de micro, donc lorsque j'étais jeune, comme vous dites, si on basculait la conférence là en anglais tout de suite, ça donnerait quoi? Regarde, donc Un mot sur les grèves étudiantes actuelles et de leurs revendications. à moi que ça s'adresse, mais je n'en suis pas responsable. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec mon bilan, mais je comprends bien la question. Hein. Voilà, donc l'art d'esquiver les questions d'actu par une pirouette. À la fin, l'ancien président a eu droit à la traditionnelle séance de selfie. C'est bon? Ah, vas-y, on voit pas ma tête là. Non. Ah, mais attendez. Allez, venez derrière là. Des selfies, en veux-tu, en voilà, à tel point qu'il avait pris la confiance. Vous n'avez pas une photo, vous? Eh ouais, bon, pas de bol. Bon, alors demain, c'est la grosse actu, hein, c'est le congrès du Parti Socialiste. Donc on a voulu savoir si François Hollande avait prévu d'y aller. Là, je parle aux socialistes. Est-ce que vous allez aller au congrès du PS ce week-end? Non, c'est pas ma place. Personne ne comprendrait que je sois présent dans une organisation qui a choisi, je crois, à juste raison, de se renouveler, de se ressourcer, de se repenser. Et je serai attentif à ce qui va être produit, bien sûr. Voilà, donc là, il fait un petit peu genre, je suis au-dessus de la mêlée, je regarde tout ça de loin. Et le président, enfin l'ancien président, nous a confié qu'il avait bien voté aux 2 tours pour l'élection du premier secrétaire du PS. Merci Valentine. Lilia, sans Julien, puisqu'il est encore malade et on l'embrasse, Lilia, on commence avec une élection hyper importante en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ce dimanche, on Hongrie. vote en Hongrie. Et le favori, c'est l'actuel Premier ministre, le populiste et xénophobe Viktor Orban. Orban qui peut compter sur les médias hongrois et notamment sur la télévision publique. On assiste à un véritable matraquage médiatique avec retransmission de tous ses discours en direct. Most azt akarják, hogy néhány évtized alatt önként adjuk át másoknak. Le akarják cserélni a miénket a sajátjukkal. Viktor Orban peut surtout compter sur le programme phare de la télé publique, ça s'appelle Ma ST, Ma Soirée, et c'est un condensé d'informations bien flippantes avec des témoignages douteux comme celui de cette femme le 9 mars dernier, on la voit ici, qui prétend avoir fui la Suède pour la Hongrie à cause des migrants. Van Malmö, ott minden nap lövöldözés van. Pár fiatal körbe mentek a kis motorbicikliükkel egy városban, és elkezdtek dobálni a patronokat. Le 13 mars, on a aussi vu ces images d'une Europe à feu et à sang, envahie de migrants. Avec ce bandeau, les migrants sont dangereux pour la société. Et un débat entre experts sur les no-go zones, ces zones européennes où on ne peut plus aller sans se faire agresser. Tehát valójában a beáramlás, a mostani új beáramlás, az tulajdonképpen táplálja ezt a no-go zónát. Bocsánat, de erősíti benne a bűnözésre való hajlandóságot. Találás, amiről elkezdünk beszélgetni, tehát hogy a számítások arról van szó, hogy a bevándorló hátterű fiatalok azok, akik megdobálják a rendőröket, felgyújtják az autókat. És például a Montmartre nyugati pályaudvar felé eső szakasza, ahol bizony nem nagyon találkozni már fehér ember. Il nous faut une Fox News? Ouais, Viktor Orban sera sûrement réélu, ce sera son 3e mandat. On y reviendra tout à l'heure, mais le cinéma japonais a perdu aujourd'hui l'un de ses plus grands réalisateurs. Bah oui, depuis ce matin, les télévisions japonaises ont toutes montré ce visage, celui de Isao Takahata, le réalisateur du très célèbre Tombeau des Lucioles. 映画「ホタルの墓」で知られる日本のアニメーション界の巨匠、先ほど入ってきた訃報です。ホタルの墓やかぐや姫の物語などで知られるアニメーション映画監督が亡くなりました。82歳でした。長屋さんのアニメーションの仕事してきて非常に満足してるんです。みんなの記憶の中にあるものを引き出す力がこの表現ってあるんじゃないのって。 Allez, on en reparlera tout à l'heure. Kev Adams, heure en live, Martin Fourcade, le silence de Jenna Castelbon et Marc Boger. Quotidien. Ah, t'as vu, tu fais comme ça, Marc. Tu fais comme ça. Hop, hop, tu fais comme ça. Ce soir, sur TF1, Koh-Lanta, le combat des héros. Je vous annonce officiellement que vous êtes les capitaines des 2 nouvelles équipes que vous allez constituer tous les 2. Sur TMC, Mentaliste, une étrange affaire. D'après la police locale, un clown lui aurait tiré dans le dos. Pour un esprit brillant. J'ai gagné. Sur Addict, il joue un accro à la drague, il sera avec nous tout à l'heure. On écoutera de la musique avec le groupe Her en live sur la scène de Quotidien. L'actualité de la semaine en silence, c'est avec Jenna Castelbon et Marc Boger nous présentera ses looks de la semaine.
gars. C'est une question de santé publique. Pour lutter contre la consommation de cannabis, le gouvernement a présenté sa nouvelle arme. Une amende forfaitaire délictuelle d'un montant de 300 € pourra directement être prononcée par un policier ou un gendarme à l'encontre d'un usager majeur à l'issue d'un contrôle d'identité. 300 € d'amende pour ceux qui se font attraper. Baptiste. Ouais, 300 € d'amende. Et une question tout d'abord, 300 €, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup? Alors pour te donner une idée, l'amende pour tapage nocturne c'est 68 €. Si tu oublies de mettre ta ceinture de sécurité quand tu conduis, c'est 135 €. Et si tu conduis carrément sans permis, là c'est 800 €. Voilà, ça permet de te situer, 300 €, c'est quand même pas mal. Donc nos députés vont être amenés à voter pour ou contre. Mais est-ce qu'ils connaissent bien le dossier cannabis, nos députés? Pour le savoir, on a pris la direction de la Maison des Jeunes, aussi appelée l'Assemblée nationale, parce qu'on a envie de savoir si nos députés, on a envie de savoir s'ils fument ou s'ils ont fumé. Chez les députés, il y a des fumeurs, vous pensez? Confidence, entre nous. J'en sais rien du tout, à vrai dire, j'ai jamais vu de cannabis dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Dans les jardins derrière, non, jamais? Jamais, en tout cas pas vu. Alors tu vois, il y a ceux qui ont rien vu, mais il y a aussi ceux qui balancent. Est-ce que vous pensez que parmi vos collaborateurs, parmi les députés, il y a des fumeurs ou d'anciens fumeurs? Ah, j'en suis sûr. Je suis sûr que sur Marche, il y en a plein. Sûr. Donc le FN balance sur En Marche et le socialiste Stéphane Le Foll, il balance sur qui à ton avis? Est-ce que vous pensez qu'il y a des fumeurs à l'Assemblée ou d'anciens fumeurs? On me dit qu'au quotidien, il y en a beaucoup. Donc faites gaffe, préparez un peu, mettez vos économies de côté, là. Merde, c'est sur nous qui balance, du coup on va aller voir la France Insoumise. Vous avez même le rapporteur, les deux rapporteurs de la mission, là, qui expliquent que la drogue c'est mal, etc. Bon, je peux vous dire que quand on discute avec la buvette et les autres députés, là, vous essayez de me faire dire des choses, mais moi c'est plus simple à la buvette. Les gens sont dans le monde réel quand même. Alors lui, il balance carrément les rapporteurs de la loi. Et parmi eux, Robin Reda, 26 ans. Tu te souviens, Yann? Ah bah oui. On le connaît? C'est lui qui avait eu cet échange charmant en commission des lois. On serait à deux doigts de vous proposer... Monsieur Reda, je ne suis pas responsable de ce climat, c'est vous qui l'avez instauré. C'était du mauvais humour, certainement. On a beaucoup ri. Ouais, je sais. Voilà. Vous avez fumé, vous, ou pas, déjà? Honnêtement, droit dans les yeux. Est-ce que vous avez déjà fumé sur un pétard? Dans les yeux. Je suis d'une génération où le pétard c'est une banalisation extrême et c'est contre ça qu'il faut lutter. Voilà, parce qu'évidemment j'ai fait des soirées, soit au lycée ou en étant étudiant, où ça circulait très facilement. Et je crois que c'est ça le drame de la santé publique en France. C'est comment les jeunes aujourd'hui peuvent avoir aussi facilement accès à des produits stupéfiants, plus facilement qu'à du tabac, à l'alcool. Alors il a raison au moins sur un point, c'est que le cannabis, c'est super facile de s'en procurer. On s'en est rendu compte cette semaine, il nous a fallu quoi? Allez, 5 minutes pour trouver des fumeurs. On est donc allé tourner dans un grand parc parisien, à 2 pas du Sénat. Et pour les témoignages, on n'a pas vraiment eu trop de problèmes. Il fait beau. Vous êtes venu là pourquoi? Bah, me rouler un petit bédo au soleil. Vous êtes au courant qu'il va y avoir une amende de 300 € pour les consommateurs? Ouais, je suis au courant, c'est un putain de foutage de gueule. Bah, les fumeurs de joint sont des gens qui se posent de problèmes à personne, je vois pas pourquoi on irait leur prendre de l'argent, il y a des amendes à foutre à d'autres gens qui posent bien plus de problèmes que nous. On est en plein milieu du jardin du Luxembourg et on nous a dit qu'ici c'était Bedave Street, autrement dit la rue où on vient fumer. On va voir si c'est vrai. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui fument des pétards, du cannabis, etc. Oui, moi je fume tout le temps. Est-ce que tu es au courant qu'il y a une loi qui va passer? Oui. Bon, on paye 300 € si on se fait arrêter avec du cannabis sur nous. En train de fumer, en train de consommer, ou effectivement, ou en possession? Cette loi, parce que je trouve ça nul en fait. Moi je préfère me faire remarquer et avoir un rappel à la loi que de payer 300 € pour un jour. Vous en pensez quoi si on vous met 300 € d'amende aujourd'hui? Bah franchement, mettre 300 € d'amende pour du cannabis, je trouve ça un peu débile. J'en ai déjà même parlé avec des policiers et genre ils m'ont dit ouais, clairement nous ça nous fait chier d'aller voir des jeunes et de leur dire ouais bon bah payer 300 balles enfin. Effectivement, c'est vrai, nous aussi on a demandé à des policiers et ils nous ont dit globalement qu'ils n'étaient pas super contents de cette mesure parce que ça va leur rajouter du boulot. Mais les avocats, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette mesure? On a voulu poser la question à un avocat et pas n'importe lequel, on est allé voir maître Steve Rubin. Il est très connu dans le milieu des dealers et des consommateurs, il a même une chanson du rappeur Fianso qui lui est consacrée. Une contravention. Du coup, ça va plus faire allô maître Ruben avec cette histoire, on va plus avoir besoin de vos services. Ça va faire allô cash machine pour la justice à mon avis. Ouais, c'est ça. Ouais, 300 € pour un usage de stupéfiants, environ 150 000 personnes arrêtées par an. Je pense que l'État a trouvé un nouveau moyen pour rentrer des sous dans nos caisses. On a rencontré des jeunes tout à l'heure qui nous disaient je préfère encore me faire embarquer que payer 300 €. Non mais c'est un vrai problème de société, c'est-à-dire qu'en fait on est dans un pays où, à mon avis, on est l'un des pays de l'Union Européenne à le plus consommer de produits stupéfiants, notamment de résine de cannabis. Et face à cette ampleur-là, la seule chose qu'on a trouvée, c'est pas de trouver des solutions à la consommation, c'est de réprimander et de manière importante, c'est-à-dire taper là où ça fait mal.
Voilà, alors attention, il y a quand même une précision. Il faut savoir que l'amende, là, dont on parle, les 300 €, elle vient pas se substituer à la peine initiale, non. Elle vient s'y ajouter. En gros, c'est dessert et fromage. C'est-à-dire que tu risques les 300 € d'amende, mais tu risques aussi les 1 an et 3 750 € qui étaient prévus par le code pénal. Et puis, petite précision, si t'es mineur, si t'as 17 ans par exemple, voilà, c'est direct au poste et le petit coup de téléphone à papa-maman. Merci Baptiste. Attention, on va recevoir un comédien compulsif qui a du mal à gérer ses ardeurs. Voici Kev Adams. Bonsoir, merci. Bonsoir Kev Adams, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous avez entendu 300 balles. J'ai entendu. 300 ouais. €. Bah écoutez, va falloir faire attention, quoi hein. Enfin, je dis ça pour les jeunes. Et pour vous? Non, mais écoutez, moi, j'ai pas à émettre de jugement là-dessus. C'est sûr que je trouve ça. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution. Mais encore une fois, si j'étais le meilleur pour amener les solutions, je ne ferais pas ce que je fais. Vous seriez ministre. Exactement, et ce n'est clairement pas le cas. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous êtes à l'affiche de Love Addict qui sort le 18 avril. C'est mercredi après. Voilà. C'est une comédie qui parle de 2 sujets très touchy en 2018, l'addiction et la drague. Tout à fait, exactement. Je savais pas que cette interview elle a l'air plus éloignée à la télé. Ah. Là, j'ai l'impression qu'on peut se pécho Ça au vous tout gêne? moment. On est trop près? Vous voulez on s'éloigne? On est un peu en date, quoi. Mais j'aime bien, c'est très agréable. Donc allez-y. C'est un peu touchy les deux sujets. C'est un peu touchy, oui et non, c'est-à-dire que nous on le fait d'une manière on prend vraiment ça sur le ton de l'humour, sans jamais aller sans jamais passer du mauvais côté. Notre film est un film où effectivement c'est quelqu'un qui est addict. Le mauvais côté, c'est la drague lourde. Ouais, ou imposer les choses. En fait, pour moi, draguer c'est proposer, harceler c'est imposer. Nous on n'impose jamais dans notre film, c'est un dragueur compulsif, il a besoin de draguer, et ce qu'il aime effectivement c'est la séduction. Alors, est-ce que la promo elle est simple? Kev Adams, la drague, vous avez choisi un film qui doit tirer des questions assez perso, comment vous en sortez avec ça? Une promo d'un film, c'est jamais vraiment simple, et en même temps, c'est plutôt amusant de voir à quel point les gens ont besoin de ramener ce rôle qui est un rôle de cinéma à ma vie personnelle. Systématiquement, c'est est-ce que vous êtes comme ça dans la vie? Est-ce que vous avez besoin de draguer tout le monde? Là, forcément. Il y a un peu de ça aussi. Ouais, mais à l'époque d'Aladin, on me demandait pas si j'avais un tapis volant dans mon garage, tu vois. Donc parfois, c'est assez étrange quand même de voir comment les gens ont besoin de ramener le cinéma à la vie réelle. Donc voilà, moi j'y réponds avec grand plaisir. Et puis c'est un film dont je suis très fier, qui je trouve est très élégant. Et c'est aussi agréable d'avoir un film justement sur la drague et justement sur une comédie qui est élégante. Donc voilà, moi Et vous le coproduisez? Exactement. Et ça veut dire quoi coproduire? Vous avez fait quoi? Sur le tournage, avant, sur le tournage, après? Exactement, c'est-à-dire développer le projet à partir de la base. À la base, on a lu un scénario qui était écrit par une auteure qui s'appelle Yael Kojo-Goldberg. Le scénario était écrit pour un acteur plus âgé que moi. Et j'ai adoré cette histoire. Vous saviez pas? Non, un acteur dans l'absolu. d'année, exactement. C'était décrit comme ça dans le scénario. Et puis j'ai rencontré cette auteure que j'ai trouvée très talentueuse. Et je lui ai dit, est-ce que ça vous dérangerait qu'on donne un petit coup de frais à ce script et en même temps qu'on adapte le personnage pour ma personne, quoi, tout simplement. Et puis elle m'a dit, laissez-moi y réfléchir. Et puis elle est revenue vers moi en me disant, oui, je pense que ça pourrait fonctionner, ça pourrait être une bonne idée. Et vous dites que c'est votre premier rôle d'adulte? Alors c'est pas moi qui dis ça, c'est les journalistes. Voilà, les journalistes me disent à chaque fois, il n'y a aucune interview qui démarre. Vous pouvez croire ce que vous voulez, Yann, mais en tout cas, il n'y a aucune interview qui démarre sur ce film et qui ne démarre pas par. Alors qu'il y a Madame. Enfin un rôle d'adulte. C'est quand même incroyable. Et moi, je crois pas. Pourquoi, à votre avis? Parce que pour le coup, je suis en costume, je travaille dans une boîte, je suis cadre dans une boîte, je travaille dans une sorte de boîte qui fait de la publicité pour des chocolats au début, et ensuite je cherche du boulot, et puis je vis avec mon oncle que j'entretiens dans le film, qui est interprété par Lavoine. C'est Marc Lavoine. Exactement, donc je crois que pour les gens, d'un coup, ils se disent ah, attends, là, il a plus de sac à dos, il a plus de mèche, effectivement, c'est peut-être plus vraiment un ado, et alors qu'en réalité, j'ai jamais vraiment choisi mes rôles comme ça. Quand on choisit un rôle au cinéma, on se dit pas ah, tiens, là, c'est super parce que je suis vraiment un adulte. On pourrait. Non, parce que ça, je trouve que ce serait un mauvais choix artistique. On fait un film parce que ce que ça raconte, ça nous fait rire, ou alors ça nous parle, on a envie de le défendre. Moi, le rôle, il m'a fait rire dès le début, parce que justement, c'est un rôle complexe. Je trouve intéressant parce que c'est un mec qui drague toutes les filles, donc sur le papier, qui est assez détestable. Et en fait, quand on rentre dans le film, racontez-nous son addiction. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est un addict à la séduction. Alors attention à ne pas confondre avec un sexe addict. Un sexe addict cherche absolument l'acte sexuel. Lui, c'est pas ça. Lui, ce qu'il aime, c'est le parfum, le sourire, les yeux qui pétillent, les attitudes. C'est ça qui le rend dingue. Et donc, comme il est addict à la séduction, il va séduire tout un tas de jeunes femmes, ou de femmes plus âgées d'ailleurs. Et un jour, il va se rendre compte que finalement, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas avancer ni personnellement, ni professionnellement avec cette addiction. Donc, il va décider de se soigner, tout simplement. On regarde la bande-annonce? Avec grand plaisir. Voici la bande-annonce de Love Addict. Je m'appelle Gabriel, j'ai un problème. Je ne peux pas résister à une femme. C'est plus fort que moi. Il se passe un phénomène physique. Je suis une espèce d'amoureux permanent. Non. Il faut que je me fasse soigner. Un client arrive avec une addiction, bam, on l'aide. Si vous ne pouvez pas résister aux femmes, comment comptez-vous gérer votre relation avec moi? Je vais pas vous le cacher, les jolies brunes au regard pétillant et... Enchaînez. Enchaîner, ouais, aussi, pourquoi pas. Non, enchaînez, poursuivez. Je dois vous observer 24 heures sur 24. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Hein. Je vis avec mon tonton Joe, sa femme l'a quitté il y a 2 ans. Oui, mais c'est pas négociable. Genre de question, Gabriel. Aucune femme ne rentre ici, pas dans le temple. Bon,
Allez-y, en fait, je vais vous montrer votre chambre. Enfin, ma chambre. Et où? Bah, je me disais, comme le lit est très grand, on va pas se gêner. Ok, on va complètement se gêner. Je vais dormir sur le canapé. On peut pas se permettre de jouer au chat et la souris. Oh la petite chut. Oui, Gabriel, il sort où le soir? Je ne parlerai jamais. Ah oui? Elle m'a giflé, avec ses nichons. T'appelles ça comment, toi? Des giflons? Des giflons, plafond. J'ai tout essayé, je sais plus quoi faire. On a rencontré ton assistante. Elle a l'air bonne. Pardon? Compétente. Faut quand même un peu flipper les quatre là-bas, hein. Je l'aime. Ça va pas, là, j'ai des sueurs froides. Enlevez votre chemise. Ok. C'est quoi ça? À chaque fois que vous aurez l'impulsion de séduire une femme, je ne veux que du professionnel. Juste pour être sûr, vous allez pas enlever votre t-shirt. C'est dommage qu'on ait pas un peu plus de temps, je sais pas si vous avez quelque chose de prévu. Ah là là. Tu te rends compte que depuis qu'elle s'occupe de moi, j'ai pas séduit une seule fille? C'est un très bon test. Tant que vous ne saurez pas vous contrôler. Mais je peux me contrôler. L'homme adulte sort le 18 avril. On a l'impression que quand vous la regardez, vous la découvrez pour la première fois. Ouais, parce que vous êtes comme ça, vous la regardez, vous la non, parce découvrez que pour la première fois. c'est vrai que finalement les bandes annonces, moi je l'ai vu une Elle fois est très pour efficace. ouais, elle est cool et je l'ai vu une fois pour dire ouais, je la trouve super, c'est validé et puis ensuite ça part partout et on n'a pas vraiment le temps. Vous n'avez pas travaillé sur la bande-annonce? Si, évidemment que j'ai travaillé sur la bande annonce, mais une fois que je l'ai validé, une fois que j'ai dit ah ouais, je trouve ça super, c'est efficace, c'est drôle, il y a tout ce qu'on va retrouver dans le film. Je vais pas vous mentir, Yann, je la regarde pas en boucle chez moi en me disant ah, c'est génial. Donc c'est vrai que là c'est cool de la redécouvrir et c'est très agréable de la regarder en public et vous avez un public très cool qui riait à chaque vanne. Donc oui, c'était un super moment. Mélanie Bernier qu'on voit dans la bande-annonce et donc une minder. Exactement. Qu'est-ce que c'est un minder? C'est une minder, exact. C'est drôle ce que je suis en train de réaliser et c'est pour ça que j'adore votre émission. Ça fait plusieurs mois que je rêve de venir ici parce que c'est la seule émission où on peut passer d'un sujet de donc le cannabis 300 € et on accueille Kev Adams. Ça c'est très sympa. Et aussi les minders. Et les minders. Donc le métier de minder est un métier qui existe aux États-Unis depuis plusieurs années. C'est tout simplement quelqu'un qui est là pour vous aider à lutter contre vos addictions. Il y a pas mal d'acteurs américains qui se sont payés l'aide d'un minder. Alors typiquement vous êtes alcoolique. J'ai pas les noms pour être très honnête avec vous, sinon je vous les aurais donnés sans aucun problème. Mais j'ai pas les noms et c'est vrai qu'on m'a dit qu'il y avait par exemple des alcooliques qui prenaient un minder avec eux tout le temps pour les empêcher de toucher une bouteille d'alcool, une goutte d'alcool. C'est quelqu'un qui est à côté de vous comme ça qui fait non. Exactement, mais c'est clairement ça. Le relou, des quoi. joueurs compulsifs qui ont besoin d'entrer dans un casino, dans une salle de jeu, qui vont demander à un minder de rester avec eux tout le temps, qui paye cette personne. Et c'est un métier qui est très compliqué parce qu'on nous expliquait, parce que je me suis pas mal renseigné sur ce job, on nous expliquait que c'est souvent des gens qu'on paye et qu'on vire le premier jour. Oui, parce que forcément. les relous, quoi. Voilà, et en fait on doit signer un contrat avec eux où on dit vous êtes là pour 10 jours, 15 jours, 1 mois dans ma vie Et je si n'ai vous virez, rien je droit de reste quand faire. même. Voilà, et je n'ai rien droit de faire. Est-ce que vous avez eu des addictions? Bah, je crois Même à la bouffe, à je sais pas quoi, enfin ouais, n'importe quoi. j'appellerais plus ça des petites habitudes. Moi j'ai des habitudes, je pense, mais des addictions réellement, bah, je sais pas, j'aime bien manger devant la télé par exemple, quoi. C'est une habitude. Ah oui, c'est pas une addiction, C'est ça. ça. Non, je pense que la vraie addiction que j'ai qui me rend vraiment malade, c'est d'aller sur scène. J'ai un besoin d'aller sur scène qui est super étrange. C'est-à-dire comme j'y vais depuis que je suis tout jeune, quand je passe plusieurs mois sans aller sur scène et avoir, parce que c'est un shoot, hein, le Vous public. allez fêter vos 10 ans. Exactement. Quand on monte sur scène, c'est un shoot, comprends. Et c'est vrai que quand j'ai pas ce shoot du public, c'est vrai que c'est une vraie addiction. Je me rends compte parce que j'ai des plaques rouges sur le corps, ça commence à me gratter. Il faut que j'aille sur scène, quoi. Voilà. D'accord. Ne regardez pas comme ça. Yann, Non, mais très bien. Parlez-nous des giflons. Les giflons ont fait réagir le public, donc parlez-nous des giflons. C'est quoi les giflons? Les giflons, c'est tout simplement Parce qu'on les voit pas là. une gifle avec des nichons, tout simplement. C'était ça. C'est la définition de giflon. C'est Marc Lavoine. C'est Marc Lavoine, voilà, qui va se prendre des giflons par Mélanie Bernier. Écoutez, il y a un terme que je trouve vraiment pas très 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 élégant, où on met une gifle avec le sexe de l'homme, que vous connaissez très bien, et nous on cherchait un équivalent pour la femme. Parce que justement ce film est girl power dans le sens où c'est elle qui vient régler leur vie. Et au personnage de Gabriel, et à Tonton Joe, le personnage de Marc Lavoine. Et du coup, il fallait lui trouver un truc de force. Donc la bifle féministe. C'est la bifle féministe. C'est ça? On y est. Dans le film, il y a donc Mélanie Bernier, Marc Lavoine, Julie Gaillet, mais aussi il y a Michael Madsen. C'est l'acteur de Tarantino, c'est lui. Qui a eu l'idée de Michael Madsen? Le metteur en scène, Frank Belloc, qui disait, donc évidemment quand les gens vont découvrir le film, ils verront, il y a ce grand méchant, ce grand patron qui fait peur, et dès le début de la création du scénario, de la réécriture du scénario, Frank Belloc a dit j'adorerais, mon acteur référence, c'est Michael Madsen. Alors après, évidemment, il nous disait ça pour qu'on cherche un acteur français équivalent, si vous préférez. Et puis on a eu la chance de collaborer avec Metropolitan Export, qui travaille beaucoup avec les États-Unis sur ce film, et ils nous ont dit écoutez, on peut lui proposer le script, quoi, il nous suffit de faire une traduction, et puis si le gars a envie, il viendra, c'est sûr, et puis on lui a fait lire le script, le gars a kiffé, il a dit ok, je viens, c'était complètement fou, parce qu'effectivement il était dans Reservoir Dogs, dans Kill Bill, c'est un proche de Tarantino, il joue dans tous les gros films de Tarantino, et le gars est venu hyper content d'être à Paris, hyper content de tourner avec nous, donc c'était assez dingue de tourner avec Michael Madsen, ouais, une très bonne expérience. Et le cinéma américain, on sent que ça vous tente énormément. En août, vous serez dans un blockbuster avec Mila Kunis qui s'appelle L'espion qui m'a largué. Est-ce qu'on peut juste voir un petit extrait allez-y. avec Mila Kunis? We just want to talk about your boyfriend. But he dumped me. Drew was CIA. I'm sorry, what?
Some bad people are after me. Now they're after you. Why is this happening? I don't know, because you dated a spy. High five, up here. It's a flash drive. You have to swallow it before they come back. There is no turning back for us. High five, up here. Hollywood, ça fait toujours fantasmer, ça vous fait toujours fantasmer? Écoutez, aujourd'hui, je fantasme autant de jouer dans un film américain que je fantasme de jouer dans un film chinois, dans un film indien. J'aimerais beaucoup que le cinéma s'internationalise, vraiment. J'adorerais voir des acteurs français, comme ça existe déjà d'ailleurs dans des films internationaux. Dans des Bollywood. Ouais. Je crois que vous en avez déjà parlé. Exactement, ouais. Pourquoi je suis en contact avec les Indiens tout simplement parce que c'est le genre de film que je regardais quand j'étais plus jeune. Et quand ça danse, ça chante à la fin, on est en plein dans mon univers, j'adore ça, j'assume. Donc j'ai eu la chance d'aller là-bas à Bombay, de les rencontrer. Et je leur ai dit, voilà, j'adorerais tourner un film avec vous. Donc rien n'est fait, rien n'est sûr, mais a priori l'année prochaine, je tourne dans un film de Bollywood, ouais. D'accord. Là-bas ou ici? Là-bas, ouais. Là-bas, exactement, à Pondichéry. Donc, ouais, c'est assez. C'est des bons défis, je trouve. C'est cool, quoi, de sortir un peu de son cadre naturel, quoi. Essayer de se donner des défis, essayer de jouer en hindi, de jouer en anglais, je trouve ça intéressant. Voilà. Vous avez appris l'hindi? Je suis en train. Non. Ouais. Bah, dites un truc. Ça va? Au début du mois, sur la scène du théâtre Trévise à Paris, un jeune comédien inconnu vous a violemment clashé. Oui. Chère madame, c'est celui qui a joué Aladdin au cinéma. Quand tu vois comment il parle le môme, c'est sûr qu'ils n'allaient pas le prendre pour jouer le génie. Et voilà, ça a commencé dans une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. Bah, on attend toujours. Soit dis donc, madame, c'est sorti avec Miss France. Je sais que c'est important pour les Miss de faire de l'humanitaire, mais là ça va loin quand même. C'est quoi ça? Qui a eu l'idée de ça? Ça me fait toujours rire de le voir sur... On l'explique, les gens ne le savaient pas. Hein. Les gens ne savaient pas, mais ce qui est très drôle, c'est que même les gens du théâtre, j'avais mis très peu de gens dans la confidence. Donc même les gens du théâtre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de monter sur scène... Vous êtes arrivé comme ça, ouais, au théâtre? Ouais, j'étais dans les coulisses avec les autres comédiens, parce que c'est une scène ouverte, le fil, qui a lieu tous les dimanches soirs à Paris. Et donc il y a plusieurs comédiens qui montent sur scène. Et donc moi j'étais derrière, et ce qui était génial, c'était... Enfin, c'était de voir comment les gens me parlaient, me traitaient. C'était un peu en mode, tu passes combienième, toi? Je passe 4e. Ah, tu passes 4e, c'est cool, tu fais un sketch sur qui? Ah, tu fais un sketch sur lui, tu vas dire quoi? Tu vas voir, je vais bien lui défoncer sa gueule. Tu vois, et c'était énorme de voir les autres dire, ah ouais, ok, cool mec, et tout, c'est marrant, tu viens ici, mais ça fait longtemps que tu fais de l'humour. Ouais, je préfère pas trop en parler. Enfin voilà, il y a eu tout un truc autour qui effectivement a pas été filmé, mais c'était une expérience dingue. Et ça me fait rire de le voir sur des plateaux de télé, parce que c'est compliqué à croire aujourd'hui que c'est passé partout, mais à la base, je l'ai fait évidemment pour promouvoir le nouveau spectacle, mais surtout parce que c'était un fantasme que j'avais depuis longtemps. C'est une sorte de fantasme schizophrénique. De vous clasher vous-même? De m'auto-clasher et d'écouter le rire des gens qui rient sur des clashs de vous. Exactement. C'est ça? Exactement. En fait, je fais partie... Complètement fou. Hein. Mais je fais partie de cette génération d'humoristes où on est effectivement très critiqué par ce qu'on appelle les haters sur Internet. Et à chaque fois que je vois les haters sur Internet, je me dis, les mecs, vous avez pas des vannes incroyables, franchement. Vous pourriez mieux travailler que ça. Vous avez le droit de détester, mais travaillez autant que nous, faites des bonnes vannes. Et donc j'avais envie, j'ai réuni mon équipe, je leur ai dit, il faut qu'on me déglingue la tronche. Mais vraiment, imaginez qu'on a envie de mettre fin à ma carrière, quoi. Et qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on dirait sur moi? Et c'est ça qui m'a amusé terriblement, d'être ce fameux hater sur scène. Et justement, les haters, ça vous touche encore ou vous en foutez? Non, je m'en fous un peu, pour être très honnête avec vous. Un peu ou... Ça m'a longtemps touché. Et puis, de plus en plus, je m'en fous. Ouais, par contre, je regarde toujours parce que de plus regarder, ça veut dire ne plus voir aussi les messages positifs. Je regarde parce que, vous savez, il y a pas, quand vous allez sur Twitter ou sur Instagram, il n'y a pas une case haters et une case lovers. Donc tout est mélangé. Donc je vais pour voir les messages des gens qui m'aiment bien et les critiques aussi des gens qui m'aiment bien, qui sont parfois très intéressantes. Et puis les haters, j'y fais plus vraiment très attention, pour être très honnête avec vous. Je pense que c'est un truc qui est tellement naturel. Quand on est aimé par des gens, on est détesté par des gens. L'équilibre, le yin et le yang se fait parfaitement et tout va bien, quoi. Moi, je suis beaucoup moins atteint par ça maintenant que je l'ai été à une certaine époque. Vous restez avec nous, on va écouter un peu de musique ce soir avec sur la plaisir. scène de Quotidien, un groupe qu'on aime beaucoup, Her. Vous avez forcément entendu ça. Le tube 5 Minutes, leur musique et leurs clips sont un hommage à la femme, aux femmes. Voici Her avec Wanna Be You. Bienvenue. Tell me I don't wanna be you. Do you wanna be me? Tell me I just wanna be you. You wanna be me? I'll never let you go. No, I've never felt this before.
me I don't wanna be you. You don't wanna be me. Tell me I don't wanna be you. You don't wanna be me. Tell me I just wanna be you. You wanna be me. Tell me I just wanna be you. You wanna be me. Tell me. Merci beaucoup. Merci Victor, il va nous rejoindre dans quelques minutes. Cavalams, Heur et Martin Fourcade sur notre quotidien. C'est votre tenue de travail, exact. Exact. Mais je ne travaille pas. Vous avez 3 secondes pour changer d'avis. Une condition. Je veux ma voiture. Ceinture, s'il vous plaît. Il est sorti du parcours. Envoyez-nous pour le remettre sur la bonne route. C'est le français le plus titré de l'histoire des JO. Et pendant la pub, vous disiez que vous faisiez du ski. Très mal. Très mal. Ouais, extrêmement mal. Je fais du snow. C'est mieux. Vous faites du snow. Exactement. Martin, œil d'expert. Non, mais c'est pas bien de montrer cette vidéo quand même. Parce que ça, c'est pas un œil d'expert, ça, c'est une C'est catastrophe. tranquille hein, quand même. Hein. Mais là, c'était mon 2e jour d'apprentissage. On va pas se faire mal là. Hein. Non, on y va tranquille. J'en fais un peu mieux que ça maintenant. Mais pas beaucoup mieux. C'était mon 2e jour d'apprentissage. Et le gars m'a dit, en fait, il a commencé la journée en me disant, c'est normal, c'est le snow, tu vas beaucoup tomber sur les fesses, il y en a qui se sont pété le coccyx, bon courage à toi. Donc je t'avoue que là, je suis en mode, oh là, doucement. Vous en avez refait? Et j'en ai fait beaucoup derrière. Là, c'était le 2e jour d'entraînement. Je me suis entraîné pendant 6 semaines au snow pour le film, donc pour le film précédent. D'accord. Donc Martin, il est toujours bien meilleur que moi en snowboard. Hein. Vous êtes nul en snow? Je crois que je suis monté une fois et je suis une catastrophe. D'accord. Plus nul que ça, Martin. Ah ouais, clairement. Ah, il faut. Alors c'est grave, Martin. Ah, c'est grave. Alors pour ceux qui étaient là en début d'émission, Martin Fourcade a dit je reviens avec mon téléphone car on s'est envoyé des textos avec le président de la République. Des WhatsApp, pardon. C'était même des WhatsApp. Et donc allez-y, c'était quand? C'est la date et l'heure? Oui, d'ailleurs, la date et l'heure, le 12 février. À quelle heure? À 21h27. Ah oui. Cher Martin, vous relevant de votre déception du sprint, vous avez eu une réaction de grand champion. Non, je sais pas si on peut filmer... Attention, il y a le attention. numéro. Oui. Donc le numéro est le 06. Ah non, j'avais prévenu. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que je l'ai vu arriver. On n'a pas filmé, je demande à la régie. Très bien, non, c'est bon. Tous mes vœux de réussite et de succès pour vos prochaines courses cette semaine, Emmanuel Macron. Et vous avez répondu quoi? Merci. Yo. Merci Manu. Yo bro. Merci Manu. Merci Monsieur le Président. Merci de votre soutien. L'aventure continue et il m'a répondu. Reposez-vous et encore bravo, vous avez été formidable. Nous sommes tous fiers. Est-ce que plutôt sympa. Ok. Est-ce que je peux juste lui envoyer un petit WhatsApp en disant laisse tomber les 300 € pour le cannabis? On peut lui envoyer ça. On lui envoie ça. Ça mange pas de pain. Prenez le numéro et puis après vous vous arrangez entre vous. Et est-ce que vous avez déjà eu un SMS du président? Jamais. Non. Non. En même temps, j'ai pas fait les exploits que Martin a fait. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est une Il fierté. rencontre des acteurs aussi. C'est une fierté pour la France qu'il a fait. Moi, pour le moment, à part pour Franck Provost, j'ai pas fait de grande fierté incroyable. Quoi. Donc, non, mais j'espère un jour, en tout cas, c'est toujours un grand honneur. Je pense qu'on est citoyen français d'être remercié par le président. Je trouve que c'est un honneur, donc bravo à lui. C'était mon cas. Et on le sait, Martin. Et vous aviez une question pour Martin? Oui, je me disais, comment est-ce que... Alors, c'est peut-être une question étrange, mais comment est-ce que cette vocation vient? Est-ce qu'un jour, on fait du ski, on dit, ça me suffit pas, putain, j'ai envie de... Non, en fait, on essaye. On essaye, ouais, c'est ça. Non, c'était pas une vocation, je suis pas né avec. J'ai du mal à imaginer comment... Oui, parce qu'en fait, on se fait soit du ski de piste, soit du snow, soit du ski de fond. C'est ça. Mais après, comment on se dit, en plus du ski de fond, je vais tirer avec C'est un ça, rallye. je me dis, comment est-ce que la révélation Je pense que c'est arrive? ça que vous voulez dire. Exactement. Est-ce qu'à la fin d'une super piste de ski, tu dis, oh, lui, donne-moi un fusil, je vais me le faire? Non, en fait, ça se passe pas comme ça. On fait soit du ski de fond, soit du ski de piste, soit du biathlon. Soit du biathlon, soit encore autre chose, soit du patin, etc. Mais c'est un sport, c'est différent du ski de fond. On va écouter vos playlists tout à l'heure, mais juste avant, on l'a aimé en live il y a quelques minutes ici sur la scène de Quotidien. Voici Victor Solf de Heur. Bonsoir Victor, voici une partie d'équipe, voici Cavalams et voici Martin Fourcade. Bienvenue sur le plateau de Quotidien, on est heureux de vous recevoir. Bravo pour cet album. Oh, bravo. On va évidemment parler de Simon, votre ami Simon, Carpentier, qui a disparu le 13 août dernier à l'âge de 27 ans. Heur, c'est lui et vous. Ouais. Vous avez expliqué rapidement que vous étiez engagé à terminer l'album et à emmener la musique, je cite, le plus loin possible.
Oui, complètement, c'est ça. En fait, c'est un album qui est vraiment porté par la vie et l'espoir. Et Simon était malade depuis longtemps et on s'est vraiment engagé dans cette voie. Et pour moi, c'était quelque chose comme un devoir, quoi, que ça puisse aussi vivre la musique. Et c'est très réussi. Et vous étiez rencontrés au lycée Émile Zola de Rennes à l'âge de 14 ans. Qu'est-ce qui vous a lié tout de suite? En réalité, ça s'est fait vraiment avec la musique. C'est vraiment vrai? Ouais, on s'est rendu compte à quel point on était complémentaires, à quel point on avait des caractères très différents, mais qui se liaient ensemble. Et on est devenus en tout cas très proches en faisant de la musique ensemble. Et vous avez posté une photo sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut voir la photo? Alors, vous, à l'époque? Ah oui. Ça vous dérange de vous à l'époque? Non, il y a 10 dossiers, mais ouais. Non? Oui, ok. C'est vous qui l'avez posté? Ah, voilà. Ah non, c'est pas 14 ans, c'est beaucoup plus âgé. Non, là c'était plus tard. C'était où? On avait déjà... c'était en Bretagne pour l'anniversaire d'un des membres de notre famille. Et je crois, sans rire, qu'on faisait une reprise des Inconnus. Un truc, un truc vraiment pour rigoler. C'est pour ça que je pense qu'on est comme ça. On regarde vers le ciel parce qu'on se demande, ça devait être l'anniversaire d'une tante. Voilà, il y avait voilà, c'est très très émouvant pour moi de voir ça. Alors Simon Carpentier a joué jusqu'au bout. Il était sur scène quelques semaines avant sa mort. Grâce à quoi? Grâce à la musique? Je pense, oui, je pense. C'était quelqu'un d'un courage, d'une détermination sans faille. Et c'était incroyable de le voir monter sur scène à chaque fois et sans hésitation. On a pu faire une tournée aux États-Unis ensemble quelques temps avant sa disparition. Et non, je pense que ça lui faisait beaucoup de bien, c'est sûr. Et les dernières images de Witch Shoes sont très symboliques. C'est le clip. C'est le clip de Witch Shoes, un duo de garçons qui s'appelle Her. Why? Je pense parce qu'on aime jouer un peu avec les codes, on aime surprendre et en plus on avait décidé avec Simon de ne pas communiquer sur nos visages pendant quelques mois au début, donc ça nous plaisait que les gens se demandent qui on était, si on était des hommes ou des femmes ou même des Français. Il y a pas longtemps, il y a des personnes qui pensaient qu'on était américains. Et... Moi je pensais. Moi je pensais, quand j'ai vu le live, enfin vous chantez tellement bien en anglais que quand vous êtes arrivé vous m'avez dit bonjour. Pourquoi vous avez opté pour un uniforme, un costume noir, sur mesure, un truc super chiadé? En fait, on est vraiment fan de la musique soul des années 60 et on a remarqué que ça se faisait quasiment tout le temps à l'époque, que ce soit Marvin Gaye ou James Brown, même un peu plus tard Michael Jackson, il a continué à perpétuer cette tradition d'être habillé sur scène, de ne pas arriver en t-shirt jogging. Et donc voilà, on s'est dit que ce serait un peu comme un hommage pour nous de revêtir le costume. Et dans l'album, il y a des invités, il y a notamment Romeo Elvis. Ouais. Toute la journée y a des photos. Pourquoi je donnerais de ma personne, c'est la mienne. C'est pas grave, le forcing c'est la base. Et ailleurs c'est la même. Le problème vient des réseaux. Le problème m'a mis le réseau. C'est le seul moment en français de l'album. Oui, ouais. Et c'est une chanson très critique sur les réseaux sociaux. Qui en parlait juste avant la pub. Un peu quand même. Oui. Le problème vient des réseaux. Oui, en tout cas, non, l'idée c'est que c'est un titre qui est assez je dirais, brut, assez sauvage. Et en fait, surtout, j'ai laissé la parole à Romeo Elvis. Je lui ai dit que nous, on parlait des réseaux sociaux. C'est vrai que moi, j'ai une... Ah, après, vous l'avez laissé libre, en fait. Ouais, complètement. Et il a dit ce qu'il avait à dire. Donc, voilà, il est rentré dans quelqu'un qui était un peu en soirée et qui s'imaginait une vie, alors qu'en fait, il était tout seul dans la réalité. Et voilà. Et Martin, pardon, pourquoi Mathieu? Martin, sur les réseaux sociaux, vous les utilisez bien aussi, vous foutez la gueule de pas mal de gens. J'y passe trop de temps au dire de ma compagne. Ah, c'est vrai? Trop de temps? C'est quand même addictif comme pratique. Mais... C'est très addictif. C'est très addictif. Ah ben voilà, on parlait d'addiction tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que c'est addictif et je trouve qu'il y a plein de bons là-dedans. C'est génial de pouvoir être en contact direct avec des gens qui peuvent nous suivre et échanger et discuter avec eux. Et je trouve qu'il y a un danger aussi là-dedans. J'ai une phrase qui me revient souvent quand je regarde les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a une phrase qui me revient souvent que mon grand-père me disait quand j'étais jeune. Il me disait « Regarde pas ni à droite ni à gauche, sois dans ta propre course. Joue pour toi. La seule personne que tu veux battre, c'est toi-même. » Et je trouve que ce qui est très dommage aujourd'hui avec les réseaux, c'est que tout le monde veut faire comme tout le monde. T'as vu, lui, il a posté ce petit déj, viens, on va là-bas, on fait comme lui. T'as vu, lui, il a fait cette coupe de cheveux, viens, on fait comme... Ah, lui, sa vie, elle a l'air mieux. Ah non, attends, c'est lui qu'il faut suivre, sa vie, elle a l'air mieux. Et en fait, on passe notre vie à regarder à droite, à gauche, sans comprendre qu'il faut rester dans notre propre course. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est bien. C'est pour parler du côté négatif. Hein. Oui, il y a aussi un côté très positif. Très positif. Ouais. Les silences de Jenna Castelbon.
Silence, on vient de voir donc des extraits du film d'animation japonais Le Tombeau des Lucioles. Le réalisateur est Isao Takahata, on en parlait tout à l'heure, il est mort cette nuit au Japon. On voulait lui rendre hommage, il était avec Hayao Miyazaki, l'un des plus grands réalisateurs de films d'animation. Il était francophile, il avait étudié la littérature française et si vous ne connaissez pas Le Tombeau des Lucioles, regardez-le absolument ce week-end. Et Victor, vous avez l'air d'aimer, vous connaissez? Ah, j'adore. Vous avez réagi tout de suite quand vous avez vu l'image. J'adore. C'est un film que je trouve vraiment magnifique et j'ai énormément de respect pour lui, aussi pour Miyazaki. C'est un film vraiment à voir sur Hiroshima, Nagasaki, sur ce qui s'est passé. C'est très subtil, c'est vraiment... On va écouter la playlist. Allons-y, la playlist. Alors, vous avez répondu tous les trois donc pour la playlist, mais il paraît que vous n'aimez pas trop la musique, Martin. Je suis pas un grand musique. Bah, on va voir votre playlist quand même. Et ma playlist est la même que quand j'avais 14 ans. Ah, du coup, j'ai essayé d'être novateur sur les choix que j'ai proposés. Oh là, j'ai hâte de la découvrir. La chanson que vous écoutez en boucle en ce moment, Kev, c'est ça. Ah, c'est bon. Kendrick Lamar. All the Stars. Non, c'est pas Kendrick Ah non, Lamar. non, je me suis trompé. Big Boy, All Night. Kendrick Lamar, c'est vous. Hyper mainstream, mais il est trop bien. Kendrick Lamar, All the Stars. Et Martin, la musique qu'il écoute en boucle en ce moment, c'est ça. J'aime bien. Alice Burton. Ça va? Ça va. La plus belle chanson de toute l'histoire de la chanson, Kev, c'est ça. Michael. Pour vous, Victor, c'est ça. Radiohead. Et pour Martin Fourcade, la plus belle chanson de toute l'histoire, c'est ça. Elle est très belle. Je chante ça à mes filles pour les endormir en ce moment. Pour les rendre un peu joyeuses. Pour les endormir. Elle est très belle. La chanson parfaite pour danser, Kev. Usher. C'est un classique. Oui, c'est un classique. Un classique. Victor. Daft Punk. J'aurais pu mettre Michael. Michael, on aurait pu le mettre dans chaque truc. Exactement. Et Martin Fourcade, sur quoi danse Martin Fourcade? Sur ça. Jeune fille. Ah, voilà. Qui vous a donné les réponses? Non. Qui vous a donné les réponses? J'ai ma playlist Vous avez vraiment regardé, c'est vraiment vous, hein? Non, c'est moi. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est Emmanuel Macron qui vous a envoyé. La chanson qui parle le mieux d'amour, Kev. Michel Fugain. Oui. Le Big Bazar. Ouais. Ok. C'est une chanson que j'écoutais quand j'étais petit. Et c'est vrai que pour moi, c'est la chanson d'amour par excellence. Ça parle tellement bien des relations, de cette rencontre magnifique, un peu imagée. Enfin, j'adore cette chanson, je la trouve sublime. Victor, c'est ça. Je suis venu te dire que je m'en vais. Il fallait le mettre. Hein. Et t'es revenu pour rien Donc changer. Gainsbourg et Martin Fourcade, c'est ça. C'est un hommage aussi. C'est pas une chanson d'amour, mais c'est un hommage aujourd'hui. Jacques Higelin. Elle a disparu ce matin. Et la chanson totalement ringarde, mais que vous kiffez pour des raisons que vous n'arrivez pas à expliquer. Kev Hadaway, What is Love. Victor, vous avez répondu ça. Ça, c'est toujours bien aussi. Maria Carey. Ils ont pas vraiment fait dans le ringard, quand même. Moi, j'ai fait ringard. Et là, Martin Fourcade, ah oui, j'avoue, là, On a dit ringard, je sais pas si on est en train de le diffuser parce qu'on est sur Télé Monte Carlo. Bon, allez-y. Ah, c'est ringard. Ah oui. Très très bon choix de Martin Fourcade. Elle était très bien votre playlist. Stéphanie de Monaco, Martin Fourcade. Ouragan. Cette semaine, Camille Leloup s'est glissé dans la peau d'Anne Hidalgo. Voici le flash cam. Maire de Paris depuis 4 ans, à travers divers projets pour la ville, elle s'est fait de nombreux partisans mais aussi
de véritables ennemis. Anne Hidalgo dit avoir les pieds sur terre, ou plutôt dans le sable, celui de Paris-Plage. Madame Dalgo, bonsoir. Hidalgo, bonsoir. Première question, Madame le maire. Est-ce que Paris-Plage sera reconduit cette année? Vous savez, chaque année à Paris, on est fiers d'organiser Paris-Plage et ça permet à des milliers de personnes de se sentir en vacances tout en restant à Paris. On a longuement hésité entre le nom Paris-Plage et Paris-Pauvre. Hidalgo, on s'est lancé dans la mécanique. Non, je me suis baignée à Paris-Plage. Faut savoir que Paris-Plage nous coûte quelques millions d'euros chaque année. Après un calcul très simple, on a décidé l'année prochaine d'annuler Paris-Plage, mais on a trouvé une autre solution beaucoup plus rentable. On va envoyer tous les pauvres en Ouigo à Marseille. Alors, votre plus grand projet, c'est un Paris sans voiture. Oui, c'est vrai que mon rêve, c'est un Paris à vélo afin de réduire la pollution. Bien sûr, pour les gens qui habitent en banlieue et qui veulent se rendre sur Paris, ça va être plus compliqué, mais j'ai une solution. Restez chez vous. Pour les steaks de Paris-Plage, faut faire aller me faire masser à Pattaya. Pattaya. Votre plus grande victoire, c'est l'organisation des JO 2024 à Paris. Absolument, mais vous savez pourquoi je me suis battue pour ça. Ce n'est pas uniquement pour une raison sportive, mais aussi pour une raison économique. J'ai fait le calcul, et si c'est pour payer les billets d'avion à 250 athlètes qui partent au Brésil pour ramener 5 médailles de bronze, autant les faire chez nous, les JO. C'est parti pour ce 100 mètres d'anthologie. Le français est très bien parti. Il va le faire, il va le faire, il va le faire. Et oui, c'est fait. 8e place pour le français. Même Teddy Riner court plus vite que lui. Et il y a peu de temps, on a eu un scandale sur Paris. Plusieurs poubelles étaient renversées, infestées de rats. Vous savez, mon cheval de bataille pour Paris, c'est la propreté. On a déboursé 38 millions d'euros de nouvelles machines et on est envahi par les rats. On aurait mieux fait d'investir dans des tapettes et du fromage. On dit qu'il y a beaucoup de rats à Paris dans le métro. C'est quand même normal. Ils sont chez eux. C'est la RATP. Parce que chez eux, rats. Merci. Paris sans voiture, ça m'a gonflé, hein. Taxi! Merci Camille. Kev, vous avez fait Thierry de Mézières ce week-end dans cette invite, c'est toujours un peu dramatique. Ouais, j'adore, moi. Non, mais c'est mythique pour quelqu'un. Enfin, moi, j'ai grandi avec ça tous les dimanches soirs de toute ma vie. J'ai entendu ce truc. La voix, avec la musique. Mais il enregistre combien de temps pour faire un magnéto qui dure, je sais pas combien ça dure. Ça dure une petite heure, l'entretien avec lui, un peu moins. Regardez 8-9 minutes. Mais c'est un journaliste qui est très intéressant, qui connaît bien le sujet comme vous. Il y en a un qui sait de quoi il parle. Et c'est vrai que la mise en scène fait. N'en faites pas trop non plus. Fait presque partie. Non, je dis comme ça pour vous faire plaisir, mais en fait. J'ai bien compris. Il fait partie, je trouve, c'est vrai que c'est devenu presque une parodie de lui-même maintenant, cette petite musique et cette voix au début. Et en même temps, voilà, je trouve que ça fait partie des médias mythiques en France. Monsieur Steele, Marc Boger. Sacha Notre Line est service à votre écoute, bonjour. Marc, qu'est-ce que t'as vu oui, je dois dire ça, oui. Semaine chic ou pas chic? Écoute, un peu des deux, à boire et à manger. On va commencer par Emmanuel Macron. Alors, le week-end dernier, le président a donné une interview au magazine américain Wired. Et pour accompagner le texte, cette photo-là, le président très sobre qui réajuste sa cravate. Bon, a priori, pas grand-chose à rajouter sur cette image. Sauf que cette photo, elle nous fait penser à d'autres photos. Par exemple, à celle-ci, main sur la cravate, ou à celle-là, sur la cravate, encore le nœud de cravate, hop, le nœud de cravate, je réajuste, encore une fois, je réajuste le nœud de cravate, encore une fois, en veux-tu, en voilà une dernière. Pour la route, alors, toutes ces photos, évidemment, ça pose une question. La photo un peu comme ça. Hein. Ouais, mais il y en a beaucoup, à la fois posées, pris sur le vif. Évidemment, ça pose une question. Pourquoi le président se touche le nœud comme ça? Une question très sérieuse. On a cherché la réponse auprès... on lui demandera par WhatsApp peut-être. On a cherché la réponse, en tout cas, auprès d'un spécialiste. Bonjour, je m'appelle Stéphane Bunard, je suis synergologue, c'est-à-dire expert dans l'analyse des gestes et des comportements. Mais pas des chemises, visiblement. Alors, j'ai pas osé le dire. Dites-nous... J'ai pas pu m'en empêcher. Alors, dites-nous, Stéphane, quel est le sens de ce geste présidentiel? Alors le nœud de la cravate, c'est la représentation symbolique du pouvoir. Donc quand on se le touche, eh bien d'une certaine façon, on réajuste son autorité. Mais la petite subtilité, c'est quand est-ce qu'on a besoin de le faire? C'est quand notre autorité est mise à mal. C'est une façon de ne pas perdre pied ou de rester dans le match. Voilà. Réajustons notre autorité. Yann, de ce pas. Voilà, hop. Ah oui, on sent beaucoup mieux. C'est clairement différent. Ouais, clairement. On peut enchaîner avec un tweet étonnant, preuve que les gens regardent vraiment l'émission à la loupe. Ça concerne un reportage d'Asdin sur la grève à la SNCF. Non, mais si on commence à parler des fringues d'Asdin dans l'émission, non, c'est pas ça. Et un téléspectateur a vu ça, une grosse étiquette rouge accrochée à une paire de baskets, et il s'interroge, c'est quoi cette étiquette rouge? Depuis quand c'est à la mode ça? Alors c'est pointu, il a fait un arrêt sur image, c'est assez étonnant, mais c'est une bonne question, très bonne question. Cette paire de baskets, c'est pas rien, c'est même un modèle très recherché, on est vraiment dans l'ultra cool. En fait, c'est une paire de Nike en collaboration avec la marque street Off-White, le modèle Air Vapor Max The 10. Alors évidemment, elle est sold out partout, ne cherchez pas, mais elle est dispo chez certains revendeurs. Alors, le prix,
il va s'afficher, voilà, 1150 €, rien que ça. Alors à ce prix-là, évidemment, tu enlèves pas l'étiquette. Non, tu non, gardes tout, tu gardes même la boîte, et puis Ouais. potentiellement, idéalement, tu marches même avec la boîte, comme ça, voilà, c'est cher. Shopping toujours cette semaine, on a repéré ce petit t-shirt pour filles très sympa chez H&M. Alors un t-shirt tout simple à 9,90 € avec ce message: There is no Planet B, il n'y a pas de planète B. Alors évidemment c'est un message écolo et on salue cette initiative. On la salue d'autant plus que la marque suédoise brûle chaque année 12 tonnes de fringues invendues, qu'elle a été pointée du doigt pour son usage d'un viscose très polluant et que par ailleurs il faut 17 000 litres d'eau pour fabriquer un seul t-shirt. Du coup pour sauver la planète, on va aller en acheter. On va en acheter plein, 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est ça l'écologie. Ouais. Un petit peu de savoir-vivre maintenant. Cette semaine, on a vu Vincent de Dienne avec une casquette en plateau, le voici. Et le lendemain, Loïc Prigent, pareil, casquette en plateau aussi. Alors, c'est l'occasion de faire une petite mise au point pour mes collègues. Non, on ne garde pas sa casquette sur son lieu de travail, donc pas sur un plateau télé. En fait, il y a des règles pour le port de la casquette, c'est comme dans tout, il y a toujours des règles. Je me suis permis de faire un petit tableau récap qu'on va regarder ensemble. Quand dois-je retirer ma casquette? Alors, plusieurs situations. On commence au restaurant. Oui ou non, à votre avis? Lieu public, on s'assoit à table, évidemment, on retire sa casquette, même au McDonald's. Dans les transports, est-ce qu'on retire sa casquette? Non. Lieu de passage, à chaque fois qu'on passe dans un lieu, on peut garder sa casquette. Chez un ami? Oui. Si, politesse, respect, normal, on l'enlève. Chez le coiffeur, c'était une petite blague que je me suis permis pour alléger un peu. Ça allait bien. Donc lol, j'invite les gens à rire. Donc quand on fait la bise, oui, c'est désagréable de faire la bise à quelqu'un qui a une casquette, c'est vraiment horrible. Quand on me présente quelqu'un, une nouvelle personne, oui, on l'enlève. En revanche, la bienséance dit qu'on peut garder la casquette quand on croise une connaissance, quelqu'un qu'on connaît déjà. Il faut être précis, voilà. Et quand on traverse un bad hair day, une mauvaise journée capillaire, évidemment, on peut garder la casquette. C'est une zone de tolérance, on peut garder la casquette. Et au fond, je me dis que c'est ça l'excuse de Loïc et Vincent. Peut-être que ce jour-là, il y avait un mauvais bad hair day. Enfin, peut-être. Pour Vincent, c'est sûr. Pour Loïc, on vérifiera. Enfin, Kev Adams, on ne va pas vous ressortir une archive. On va pas faire ça à la Je casserole. me suis dit, ça avance. La casquette, les cheveux, ça va arriver sur moi, c'est sûr. On va pas faire le coup de la casserole, on l'a déjà fait plein de fois, c'est pas notre genre en plus. Mais quand même, vous pouvez nous expliquer ce look-là. Je sais pas, on est tombé là-dessus, on s'est demandé, on s'est dit. Mais ça date de quand? Écoutez, c'est pas si vieux que ça. Hein. C'était il y a... C'est relatif. Il y a presque 10 piges, cette photo. Ouais, je t'assure. Ouais. Bah, tu as la date de la photo? On regardera, mais j'ai l'impression que c'est il y a au moins 10 ans. Donc voilà, à l'époque c'était la mode, bien entendu. Il y a 10 ans c'était une autre époque, il faut se remettre dans le contexte. Il y a 10 ans, Emmanuel Macron était en seconde. Tu vois ce que je veux dire? C'était un autre délire, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Alors je voulais profiter de ce ratage stylistique pour partir c'est vrai que vers le haut et dire aux gens de ne jamais rentrer leur jean dans leur basket. Comme ça c'est fini, on arrête, on le fait. Il y a 10 ans ça se faisait. Ouais, mais maintenant on arrête, j'en vois encore dans la rue, à chaque fois j'ai un haut le cœur. On arrête. Je pense. Trop chouchou. D'accord. Merci Marc. Merci Martin Fourcade d'être venu sur le plateau de Quotidien. Bon retour à Villard-de-Lans. Merci d'être passé, vous revenez quand vous voulez, avec plaisir, merci beaucoup. Victor, ça s'appelle Heure. C'est disponible partout et vous serez en tournée en Europe, aux USA et au Canada. Et même si on en a parlé de manière un peu triste tout à l'heure, c'est quand même un album qui parle d'amour, de sexe et qui est magnifique. Donc merci beaucoup et bravo à vous. Et vous serez demain au Festival Chorus à la scène musicale aussi à Paris, à Boulogne. Merci Kev Adams. Ça s'appelle Love Addict et c'est au cinéma le 18 avril, mercredi, dans 2 semaines. Merci à vous de regarder Quotidien. Très bon week-end et à lundi. Fin de journée pour Quotidien. Avec Hyundai Kona, le SUV urbain garanti 5 ans, kilométrage illimité. Hyundai. Quotidien avec galerielafayette.com. Tous les styles en un seul clic.